Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Kevin, le pro de l'immobilier du site web, on va dire, qui fait de l'investissement d'actifs et pas que, on va le voir. Bah, écoute, bonjour Kevin, est-ce que ça va? Salut Elliot. Tout roule? Long time overdue, ça fait un petit moment qu'on devait le faire ce podcast. Je suis content Ouais, qu'on soit là. et c'est ça, et avec pas mal de boulot et d'activité, bah, j'essaye de tempérer un petit peu et de lever le pied aussi parfois sur le taf, mais tout roule. Bah, écoute, je suis content de t'avoir, effectivement, ça fait longtemps qu'on devait parler. C'est un sujet que je pratique et que tu maîtrises très bien aussi, c'est l'achat et la revente de sites web. Et tu me disais à l'instant, pas que, puisque tu fais aussi maintenant des sociétés, Ouais. vente, cession de sociétés. Tu vas nous en parler un peu plus. Donc, toi, tu es éditeur de site à la base, SEO. Voilà, donc tu vas nous parler un peu de ce que tu fais. Et tu as cofondé ou fondé, je crois que vous êtes plusieurs maintenant, Dotmarket. Présente-toi, dis-nous ce que tu as fait, comment t'en es arrivé là, quoi. Ouais, effectivement, à la base, éditeur de site, hein. On commence tous par là dans ce métier. Donc, Non, à la base, moi, j'ai commencé en réalité en tant que responsable affiliation aux Philippines dans une boîte qui faisait des programmes d'insert sur Internet. C'est comme ça comment, que j'ai découvert comment tu t'es retrouvé aux l'affiliation. Philippines? Stage de fin d'études. J'ai fait Ok. mon master à Strasbourg et c'était un master en deux. Enfin, tu avais 6 mois de cours à Strasbourg et 6 mois de stage à l'étranger. Je fais mon premier stage en commercial, tour operator à Chypre. C'était cool, mais bon, la vente, c'était pas trop mon truc. Et deuxième stage, pur hasard, parce qu'on n'a pas choisi les Philippines. En fait, c'était une proposition où il y avait deux postes pour que je puisse partir avec ma copine de l'époque et être payé logé. Donc, en fait, il y avait des critères, tu vois, et on a plus choisi des critères de si on est payé logé, on y va et on verra. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aux Philippines. Et il s'avère que c'était plutôt cool au final, parce que même si je me suis retrouvé dans un stage qui n'avait rien à voir avec mon master, à faire du montage vidéo, c'était dans une boîte qui faisait de l'affiliation, de la marque blanche, du SEO, de l'ADS pour choper du lead et vendre des programmes minceurs sur Internet. Donc, des trucs tout automatisés avec tunnel de vente, enfin, bref, tous les trucs qu'on connaît bien après. J'ai découvert ça et je me suis dit, waouh, tu peux gagner de l'argent sur Internet. Ouais, tardivement un peu, tu vois, parce que moi, j'ai découvert ça à 21 ans, du coup. Avant ça, aucune idée de ce qu'était le monde de l'édition de site Internet ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, OK, génial, je veux bosser là-dedans. Euh, mais il m'a fallu évidemment quelques années entre le stage et le taf pour vraiment comprendre qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'ai eu la chance d'emménager avec un pote qui faisait de l'édition de site dans l'univers de la pharma. Donc là, j'avais la partie affiliate, puisque je gérais pas mal d'affiliés. Et j'ai découvert ce pote-là qui gérait ses propres sites. Et donc, j'ai fait ensuite la connexion et je me suis dit, bon, OK, je vais tenter. Et c'est comme ça que j'ai démarré mes premiers sites en 2012. Donc, assez tardivement au final, 2012, ouais, les premiers sites. Et 2014, c'est devenu mon activité principale après avoir démissionné de staff. D'accord. Donc, tu as en fait lancé tes sites, tu as mis 2 ans pour pouvoir en vivre, en bossant, Ouais, j'imagine, en parallèle de ton job, quoi. Ok. ouais. Donc, déjà, c'est un truc important. Ouais. Il y en a plein qui se lancent dans l'édition de sites en arrêtant leur job ou en faisant la méthode Pôle emploi 2 ans, tu vois. Ça marche aussi, mais ouais, c'est un truc, c'est long. 2012, du coup, tu avais pris Panda Pingouin ou tu étais passé à travers? Non, alors je suis passé à travers, parce qu'en fait, 2012, c'était une super année de niveau business pour la boîte où je bossais. Et c'était ma première vraie année dans l'affiliation. Ok. Donc, en fait, il y avait tellement de taf et je m'éclatais tellement à l'époque. Il y avait des super bonus, tu vois, des trucs comme ça que, en fait, ce que j'avais juste fait, c'était que j'avais copié un fichier index.html sur un hébergeur et j'avais à la main, tu vois, mis 3 balises, une bannière affiliée et 4 morceaux de texte. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai fait en 2012, mais officiellement, c'est mon premier site. Mais la réalité, c'est qu'après ça, pendant toute l'année, je m'éclatais tellement dans le taf que je ne m'y suis pas repenché et je me suis réveillé quasiment un an après. Donc là, on est en 2013. Et 2013, j'arrête pas de recevoir des mails de PayPal qui me disent qu'il y a quelqu'un qui essaye de me faire un virement.
Et moi, j'ai jamais touché de l'argent sur PayPal, donc je me dis, c'est quoi ce scam? Tu vois, donc, tous les mois, je supprime le mail en me disant, bon, clique pas dessus parce que c'est chaud, tu vois. Ma sœur, elle vient de se faire arnaquer, par exemple, sur un truc où elle a lancé sa boutique et puis elle s'est fait arnaquer sur PayPal, sur je sais pas comment. Mais bref, tu vois, moi, à l'époque, j'avais cette réflexion de c'est mort, je clique pas sur ce bouton. Puis au bout de plusieurs mois à le recevoir, je me connecte quand même sur PayPal. C'est pas une arnaque. Et là, je vois 400 balles en attente. 400 balles, tu vois, c'est pas énorme, hein, mais en fait, ça correspondait. Après, j'ai creusé, je suis allé revoir la plateforme d'affiliation. Enfin, j'ai retrouvé la plateforme d'affiliation sur laquelle je m'étais inscrit. Et là, effectivement, c'était marqué que ça faisait 10 mois que la plateforme essayait de m'envoyer entre 20 et 40 euros, 50 euros par mois, tu vois. Et donc, les premiers euros, tu vois, sur Internet. Et là, je me suis dit, waouh, ok, c'est ouf, il faudrait que j'essaye de faire quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, j'avais emménagé avec mon pote qui faisait ses sites d'affil. Et donc, il me dit, bah, tiens, va lire tel blog. Donc, Niche Pursuits, le blog de Pat Flynn à l'époque, c'était Smart Passive Income. Euh, que de la littérature anglaise, hein, si je puis dire, parce qu'à l'époque, je vivais aux Philippines. Donc, la communauté SEO France, j'y connaissais rien. Et là, j'installe un vrai WordPress, je commence à vraiment me former au SEO, mais de l'époque. Et du coup, bah, tu vois, on est déjà en 2013, donc ces grosses updates, elles sont déjà plus ou moins passées. Et donc, j'apprends à monter mes premiers sites sans même avoir conscience de ce que tu pouvais faire avant. Tu vois. Donc, souvent, je dis que j'ai commencé tard, mais j'ai peut-être eu la chance d'arriver après et du coup d'arriver directement avec des nouvelles méthodologies, quelque sorte, tu vois, où moi, j'ai commencé direct en m'intéressant à l'intention de recherche, Ouais. à la notion de site d'autorité, à la notion d'intention commerciale, etc., quoi, qui étaient des trucs qui, à l'époque, en fait, tu les voyais que sur les blogs US. Et encore, c'était évoqué, tu vois, par Brian Dean, par Spencer ou des gars comme ça. Et puis bah, maintenant, tu vois, ça fait partie de toutes les conférences que tu vois en France, on parle d'intention de recherche, quoi. Hmm. Ok. Donc, bah, du coup, tu te prends en jeu, tu remontes, j'imagine, plusieurs sites ou tu te mets dans plusieurs Ouais, thémas quoi, pendant quelques années. exactement. Pharma au début, parce que sortant de la minceur, je me dis, je peux pas faire un truc 100% minceur parce que petit conflit d'intérêt peut-être avec mes anciens employeurs. Donc, je vais me mettre dans toutes les thématiques connexes autour de l'univers pharma, toutes celles qu'on connaît, hein, les plus rémunératrices comme les plus shady dans l'univers de la pharma. Et c'est comme ça que mes premiers vrais euros arrivent. 2013, ça se passe bien, tu vois, ça grossit assez vite. C'est quand même encore une période où ranker des sites en EMD avec pas de backlink et du contenu un peu foireux fonctionne bien. Donc en fait, j'achète plein de noms de domaine, acheter plus le nom du produit, et ça rank sur acheter plus le nom du produit. Et ça, c'était ma stratégie. C'était OK, si j'achète que des noms de domaine sur des mots-clés où les gens sont prêts à sortir la carte bleue, logiquement, j'aurais pas besoin de faire beaucoup de trafic pour que ça fonctionne. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Tu vois, je me rappelle, j'avais un site à l'époque qui s'appelait Acheter Xenical. Et j'avais acheté Xenical, Xenical pas cher, Xenical moins cher. Et en fait, avec 1000 visites, ça faisait 1000 euros, tu vois. C'était des ratios qui étaient assez géniaux. Et donc, je multiplie ça dans plein de thématiques jusqu'au moment où je me dis, allez, on arrête de jouer avec 10 sites, je mets tout sous un gros site. Et donc là, je lance un site, un plus gros site pharma sur lequel ensuite j'ai bossé pendant plusieurs années, fait des opérations de RP, Hmm. tenté de le convertir en média jusqu'à ce que Google Medic arrive par là et que je me prenne un divisé par 10 en 2018. Mais pendant longtemps, je suis resté sur la thématique pharma. Puis après, j'ai exploré, enfin, j'ai testé plein de petits trucs, mais disons que j'avais un focus sur la thématique pharma. C'est celle-là qui me permettait de vivre. Et après, j'ai basculé sur la thématique canine. Et aujourd'hui, tu vois, c'est encore j'ai une société qui fait que de l'édition de sites canins. J'ai un diplôme d'éducateur canin. Enfin bref, je me suis vraiment plongé là-dedans. Et puis après, on a basculé sur la rencontre et d'autres thématiques pour le fun, quoi. Ok, ça roule. Donc là, aujourd'hui, tu as toujours donc, de l'édition de site. Tu as même sur les produits canins, tu as créé tes propres offres. Hein. Ce n'est pas de la file ou genre t'en as, mais tu as aussi t'as été jusqu'à créer le produit que tu proposes sur le site, quoi. Non, ça, on l'a pas fait. C'est le D'accord. truc où Bah, tu vois, ça passe vachement bien parce que moi, je pensais que c'était
vos propres produits en fait sur le site. Bah, on a bossé les appels à l'action pour les appels à l'action et la manière de le pousser, tu vois, donc réflexion persona, réflexion angle de communication. Et encore, on pourrait aller beaucoup plus loin parce que c'est un gros site aujourd'hui et des fois, on a un peu la flemme de reprendre, tu vois, tout ce qu'il y a dessus. Mm. Mais non, on n'a jamais lancé nos produits. C'est un des trucs sur lesquels on s'est souvent cassé la tête. Et il y a des modèles économiques par personne, tu vois. Moi, par exemple, le e-commerce, le drop, c'est pas fait pour moi. J'y comprends pas grand-chose. Ça m'ennuie vite. Je suis assez flemmard sur la gestion. Et la création de produits, la création de tunnels de vente, c'est un peu pareil. À chaque fois que j'ai essayé de m'y pencher, ça m'a saoulé. Et du coup, on est resté sur de l'affiliation, ce qui n'est pas le plus rémunérateur dans l'univers canin. Clairement, on gagnerait plus si on développait nos propres tunnels de vente, nos propres produits. Mais d'un autre côté, c'est des sites qui génèrent largement de quoi vivre, se payer 2 salaires, faire tourner une SAS en France sans bosser dessus plus de quelques heures par mois. Ouais, tu Et on prends. a fait un peu ce choix, tu vois, le choix de la facilité que, OK, ça tourne, c'est cool, ça nous permet de lancer d'autres projets et pas trop se prendre la tête, quoi. Ouais, tu utilises les bannières des autres, les tunnels que les autres sont pris la tête à Exactement. faire, à tester, à AB tester, Enco. Tu plugs ça et toi, tu fais du traf. Et voilà. Exactement. C'est une vision qui se défend tout à fait parce que même si tu gagnes un peu moins, tu ne te prends pas la tête avec plein de problèmes de e-commerce, de clients, de SAV, d'appels que nous, on gère et qui est un bouffetant pas possible, quoi. Et il faut aimer le Exactement. faire. Moi, je supporte plus. Je supporte plus gérer du SAV. J'ai passé mon point de non-retour de m'appelle pas pour du SAV, quoi, franchement. Ouais, non, mais je comprends, hein. Et donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et puis, bon, après, en plus, c'est pas compatible avec le mode de vie nomade. Ouais, Ça fait 10 ans que je vis à l'étranger ou de manière nomade. Tu vois, j'ai besoin de mes jours où j'ai pas besoin de toucher un ordi, où j'ai pas besoin de regarder si je dois répondre à un email ou quoi que ce soit. Avec Dotmarket, c'est compliqué. Et ouais. clairement, en lançant Dotmarket, je me suis remis une grosse épine dans le pied d'un point de vue nécessité de disponibilité. Mais d'un autre côté, c'est un projet qui me fait tellement kiffer que c'est différent. Mais par contre, tu vois, sur mes propres sites ou sur les sites que j'ai en association, j'ai besoin de pouvoir complètement déconnecter et me dire si pendant un mois, j'ai pas envie de me connecter au WordPress, il n'y a personne qui va râler et c'est Ouais. OK et ça continue de tourner, quoi. Donc, c'est un choix, ouais. Tu sacrifies un peu de rentabilité, clairement, puisque l'affiliation, voilà, ça, hein. Mais par contre, tu gagnes le côté 100% passif, parce que on dit souvent, il n'y a pas de business 100% passif. C'est vrai, l'affiliation, c'est pas 100% passif, mais quand même, tu vois, après quelques années à bosser le site, tu Mm. atteins un niveau de passivité qui est relativement avancé, en tout cas, tu vois. Ouais, j'aime pas le terme de passif parce que ça fait penser aux gens qui se lancent qu'on peut ne rien branler et gagner de la thune. Résiduel. Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle ça récurrent, mais c'est la même chose. Tu as bossé énormément et à un moment donné, tu augmentes tes revenus en baissant ton temps de travail sur le site Exactement. web, mais c'est quelques heures par semaine que tu peux. Et je veux dire, même si tu es bien organisé, tu rédiges plus. C'est des rédacteurs qui viennent poster eux-mêmes. Si tes process et que tes freelances sont bons, bah, le site continue à vivre tout seul. Voilà, Exactement. il y a plein de méthodes d'orga, quoi. Ok. Comment t'en es arrivé à Dot Market du coup? C'est quoi qui t'a fait tilt? Parce qu'il y avait une maturité de marché, je pense. Il y a un moment donné, on n'en parlait pas. Et il y a un moment qui est maintenant, genre il y a déjà une année ou deux, je pense, où on commence à faire de l'achat et de la revente, quoi. Ouais, pour moi, c'est un peu, tu sais, t'as des étapes dans les métiers et tu peux évoluer, puis tu as, un peu le goal ultime. Je sais pas ce que c'est, toi, tu vois, ton goal ultime dans ta thématique, mais moi, je me suis toujours dit que ok, l'édition de site, c'était le step one. Step 2, c'était de faire de la formation, ce que j'ai fait pendant 2 ans, tu vois, et quelques. Mais pas trop fan de, je n'ai pas été trop fan de ça. Tu as vendu des Euh, sites aussi, donc je crois, des trucs clés en main. Tu avais des voilà, offres. ça, c'était ma step 3. Là, je me suis dit, ok, j'arrête de faire de la formation parce que les gens ne suivent pas la formation. Euh, il y en a trop. Tu es considéré comme un bullshitter dès que tu dis tu peux gagner 300 balles par mois, tu vois. Alors que vraiment, je disais, tu peux gagner 300 balles par mois au bout d'un an.
Bah, Ouais, la promesse, elle est faite par rapport à ce qu'on voit passer. Elle est faible, mais c'était le minimum que je pensais que tu pouvais faire, tu vois, en un an. Et je pense que tout Ouais. le monde aujourd'hui qui se lance dans l'affiliation est capable de faire 300 balles au bout d'un an, tu vois. Mais même avec ça, on me traitait de gourou ou de quoi que ce soit. Ouais, parce que Vu que là, aujourd'hui, c'est gagne 3000 balles par mois en n'y connaissant rien en suivant la méthode. Exactement. Et ça, je trouve ça ouf. Bah, il y en a qui arrivent, hein. J'ai eu des clients qui ont gagné beaucoup plus que 300 balles par mois, évidemment. Mais la pire cliente, au bout d'un an, elle gagnait 300 balles. Tu vois, quelqu'un qui venait de zéro, qui avait jamais vu un site internet, au bout d'un an, elle gagnait 300 balles. Et donc, je me disais, bah, si elle arrive à ça, je pense que tout le monde peut le faire. Ouais, tu as pris le Voilà, c'est truc un par peu le bas en me disant quelle est la promesse minimale que je peux faire et pas comment je peux pousser les curseurs en disant le meilleur a fait ça, mais ce gars-là, il a 15 ans d'expérience, il était ouais, calé, nanana, et même sans ma formation, c'est ce qu'on dit dans la format. T'en as qui y arriveront jamais, même avec toi. T'en clairement. as qui, même avec toi, même sans toi, en fait, ils auraient réussi. Ils n'ont pas besoin de toi, mais bon, ils sont là, donc c'est cool. Puis t'en as, tu arrives quand même à pousser, qui vont réussir grâce à toi, mais ça, c'est minime, quoi. Donc, C'est ouais. ça. C'est ça. Donc ça m'a saoulé assez vite. Tu vois, le fait de voir la plupart des gens ne pas suivre la formation et basculer d'une formation à l'autre, un peu en quête de celle qui ferait gagner de l'argent le plus vite, ça m'a pas plu. Le fait de me prendre des critiques, ça m'a pas plu parce qu'à l'époque, j'étais assez sensible à ça. Et tu vois, dès qu'on me disait t'es un arnaqueur, j'avais envie de partir pleurer dans ma chambre et je disais mais non, putain, donc ça m'a saoulé. Donc j'ai arrêté. J'ai basculé la formation en gratuit et j'ai lancé un business de site clé en main. Bon, tu me diras, je me suis aussi fait traiter d'arnaqueur sur les sites clés en main. Euh, Il y en a qui d'ailleurs continuent à bloquer sur ces fameuses coquilles vides, comme ils les appellent, parce que en fait, ce que je vendais, c'était un site clé en main. C'est-à-dire, je vendais un site avec un nom de domaine qui était réfléchi avec le client. Je faisais bosser mon équipe de rédac pour créer 10 000 mots de contenu. C'était un pack, 10 000 mots. Tu pouvais avoir un peu plus, mais en général, c'était 10 000 mots. On faisait un joli design, Stripe Teams. Donc, le site était vraiment avec un design unique. On filait l'accès à la formation, évidemment. Et moi, je faisais un accompagnement à vie. La promesse, c'était toute ta vie. Si tu veux me poser une question sur le site, tu me passes un coup de fil ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai encore des gens, tu vois, c'est une promesse à la con, il ne faut pas la faire, de faire un C'est clair. accompagnement à vie. Parce que moi, ça fait du coup 5 ans, il y a des gens qui m'appellent encore, tu vois, mais en même temps, c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup, évidemment, qui m'appellent 5 ans après. Mais il y a des gens, 5 ans après, ils ont toujours le site. Et on papote de temps en temps, ils m'envoient le site, ils me demandent ce que j'en pense, etc. Et ça, tu vois, ça a super bien fonctionné. Là, je me suis dit, OK, je tiens un truc, c'est vachement plus intéressant. Mais après en avoir fait, je sais pas, on en a vendu peut-être 200. Et après, ça m'a saoulé. Pareil, tu vois, Tu c'est tout le vendais temps ça la même combien? chose. Tu vendais Comment? ça combien en moyenne pour donner un ordre de grandeur, quoi? J'avais démarré à 1 000 € et après en avoir vendu une cinquantaine, on est passé à 1 500, puis après une cinquantaine, on est passé à 2 000. C'était entre 1 000 et 2 500 pour les plus chers à la fin de l'histoire du truc. Ce qui est, si tu Donc ça calcules, a fait, si tu calcules un freelance à 500 euros la journée, ça fait 4-5 jours de boulot pour monter un site, mettre 10 000 mots de contenu, faire le design. C'est pas si déconnant que ça, quoi. non, Pour c'est le- pas si déconnant que ça. Après, j'avais un système ultra bien organisé, donc je margeais à 50% sur la vente des sites. Et du coup, bah ouais, disons que ça a permis de lancer pas mal d'autres choses à côté. Tu vois, ça a Mhm. bien financé d'autres idées de projet ou quoi que ce soit. Et puis donc j'ai arrêté au bout de 2 ans parce que donc ça c'était le level 3, tu vois, faire mes propres sites, faire de la formation, me rendre compte que la formation c'est pas assez, donc faire de la formation plus accompagnement plus filer le site. Et en fait, à force de faire des sites pour des gens, j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui me demandaient des sites déjà établis. Je sais, bah, moi, j'en ai pas, je ne vais pas te vendre mes propres sites. Mais dans le même temps, j'ai commencé à acheter des sites aussi en me disant, bah, tiens, plutôt que de partir de zéro, j'ai une opportunité d'achat ici. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire qu'il voudrait acheter mon site. Ok, tu vois, donc, je découvre un peu ce domaine-là. Pareil, je lis beaucoup plus les blogs anglophones. Donc, à l'époque, je découvre Empire Flippers. Les mecs sont éditeurs de sites, ils vivent aux Philippines.
ils lancent leur marketplace pour vendre leur paquet de sites AdSense. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas Empire Flippers à l'époque, ça s'appelait AdSense quelque chose. Je n'ai pas connu à cette Et époque-là, là, j'ai connu qu'au moment où ils ont mis ce ouais, truc. ouais, quand ils sont devenus. Donc là, je me dis, OK, c'est plutôt intéressant, mais bon, ça met un petit peu de temps, tu vois, avant que je réfléchisse pour en faire. Et 2017, quelque chose comme ça, je les contacte, je demande si je peux pas faire une franchise Empire Flippers en France. Ils me disent non, marché trop petit, on est focus anglais, etc. Donc, ils me disent, mais bonne chance. Et puis, si un jour tu lances en France, on t'enverra les sites français, il y en aura peut-être, blablabla. Là, je me dis, OK, bon, je vais essayer. Je tente, je lance une première version qui est pourrie, mais enfin, elle n'est jamais sortie en réalité. Tu vois, même les gens qui bossaient avec moi depuis 1 an ou 2 me disent, elle est vraiment pourrie ta plateforme. Donc j'arrête, je coupe tout et je me dis, bon, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide à monter une plateforme et des process. Parce qu'en fait, moi, je sais auditer un site, je sais sentir s'il est bon ou pas, mais j'y connais rien en tech, j'y connais rien en process. Et c'est un vrai métier, tu vois. Le métier de dot market, en réalité, c'est mettre des process pour rendre tout simple, sécurisé, etc. Et Ouais, là, je recontacte Mayan, avec qui j'étais en contact depuis 2, 3 ans déjà, et je lui pitch le projet. Elle me dit, mais qui achète des sites sur Internet? Franchement. Et je dis, bah, moi, j'ai 50 acheteurs, là, il faut juste leur trouver des sites. C'était un peu du bluff, tu vois, mais j'avais quelques personnes qui cherchaient des sites, quoi. Et elle me dit, ah ouais, ok, bon, bah, ça marche. Et du coup, bah, là, on commence à bosser sur ce qui est devenu Dot Market 1 an et demi plus tard, hein, parce que le temps de se poser, d'être convaincu, de réfléchir à des process, de monter une première plateforme, de bêta-tester, puis de réfléchir à la marque. Et on a lancé février 2020. Et du coup, c'est ça, tu vois, pour moi, quand j'ai trouvé l'idée de Dot Market, alors j'ai pas inventé l'idée parce qu'elle existait déjà, tu vois, mais quand je me suis rendu compte que je pouvais le faire, je me suis dit, OK, ça, c'est la bonne évolution à mon activité d'éditeur de site. J'aurais couvert un peu tous les marchés, tous les segments. Le segment d'après, ça serait de faire un fonds d'investissement à la EF Capital, tu vois, de racheter des sites, les éditer, etc. Mais je suis pas sûr d'avoir envie, en fait, d'éditer 50 sites. Ça n'a jamais été trop mon truc. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à Dot Market. C'était le marché qui commençait à le demander, la découverte du truc que j'ai trouvé fun chez Empire Flippers et, euh, et le fait qu'à partir du moment où on a commencé à le proposer, ben, ça répondait à un vrai besoin parce que personne ne le faisait et personne ne le fait correctement sur le marché français. Et je le dis avec un maximum d'humilité, mais enfin, c'est un constat, tu vois, qu'on a fait, qui était, en fait, il n'y a personne qui propose un vrai accompagnement de A à ouais. Z. En fait, t'en Et as qui sinon, le font. Il y a des listes. Il y a Ralph avec sa liste gratuite qui est vraiment une mise à ouais, dispo. Il y a Fabien avec VIP qui, lui, liste, te conseille sur le prix, mais t'as pas de tiers de genre, ça va pas jusqu'au bout comme le tiers de confiance, comme le fonds sécure et puis le fonds séquestre et tous ces trucs-là, l'audit, l'accompagnement, le suivi par la suite et tout. C'est vrai que toi, tu as tout packagé avec un truc, c'est de A à Z, quoi. ouais, bah nous, on est parti du principe qu'aujourd'hui, toutes les plateformes qui existaient en France, c'était modèle Le Bon Coin du site Internet. C'est-à-dire que tu as des perles et puis tu as beaucoup de déchets. Évidemment, puisque tout le monde peut lister sans filtre. Et il y a quelques courtiers indépendants qui font un peu de filtre. Certains le font beaucoup, d'autres le font plus en mode vetting, on collecte les pièces, puis vous vous débrouillez. Et moi, j'aime pas ça. Tu vois, ma peur en achetant un site, c'est la même que celle de nos clients. C'est est-ce que j'achète pas un truc qui va se faire éclater, où il y a des techniques qui ont été pas ouf d'un point de vue SEO. Finalement, les revenus, ils correspondent pas. Enfin bref, tous les trucs basiques que tu peux te poser comme question. Et donc, on s'est dit, si on lance quelque chose, il faut que ça couvre tout de A à Z. Il faut pas qu'il y ait une seule étape de questionnement pour les acheteurs. Alors évidemment, c'est long, c'est chiant. Euh, Premier truc qu'on m'a dit quand j'ai lancé Dot Market, c'est t'en vivras jamais. Bah, tous les mecs qui faisaient déjà du courtage, dont certains que tu as cités, tu vois, étaient les premiers à me dire, mais t'en vivras jamais, mec. Il y en a plein qui se sont cassés les dents là-dessus, c'est pas possible. Voilà. Je me dis, ok, bon, si je dois m'arrêter à chaque fois que quelqu'un me dit, t'en vivras pas, ça fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est long. Tu vois, il m'a fallu plus d'1 an
et j'ai investi, je sais pas, peut-être 70 000 balles dans Dot Market de ma poche pour relancer, payer une équipe, payer une tech, payer des avocats pour faire des contrats, etc. Foirer les premiers deals, réussir les premiers deals. Il m'a fallu plus d'un an avant qu'on soit break-even. Mais t'en vis. Voilà. Mais t'en vis pas tout de suite. Et je pense que c'est ça la différence qu'il y a eu peut-être avec d'autres personnes qui se sont lancées. C'est que moi, j'avais la chance d'avoir mes sites à côté qui tournaient et qui, du coup, ont pu financer pendant 1 an et demi le développement de la boîte, le salaire des gens qui bossaient avec moi, jusqu'à ce qu'on arrive à se dire, OK, c'est break-even et à partir de maintenant, on est sur une activité profitable et on peut la faire grossir. Ok. Ouais, c'est souvent. Bon, après, tu as le jeu de la concurrence où tu en as qui veulent pas que tu viennes chez eux. Tu as les mecs qui ont un ego qui viennent te casser les pieds parce que tu leur as pas demandé si tu avais le droit de sortir ton truc, tu vois, ton outil, parce qu'ils l'ont sorti en 82, sauf qu'ils ont eux-mêmes copié un autre gars. Donc, en fait, voilà, mais toi, tu n'as pas le droit. Il ne faut pas que tu lances. Non, non, il y a déjà assez de monde. Faut pas. Non. Ouais, si tu écoutes tout le monde, c'est foutu. Et c'est ça qui est dur, c'est d'écouter les bons conseils, de trouver les bonnes personnes qui vont te donner un petit truc en te disant bah, c'est vrai qu'il faut que je prenne ça en compte et d'arriver à pas du tout écouter d'autres personnes qui sont plutôt là pour ruiner le moral ou qui n'ont pas exactement le même modèle que toi et eux ne vivent pas peut-être que de cette activité parce que c'est un tout. Ils s'en servent peut-être pour amener du prospect, ils s'en servent peut-être pour vendre de la formation, de l'accompagnement. Tu vois, chaque business est un petit peu différent. Mais toi, l'idée, c'était que Dot Market soit plus que break-even et que sur cette activité-là, tu sois rentable et que tu gagnes de l'argent que sur Dot Market sans tout ce qui va à côté. Ah ouais, moi, ma vision, c'était on lance, c'est un gros mot, tu vois, mais on lance une start-up, on recrute une équipe, on conquiert la France et puis ensuite on attaque l'Europe. Tu vois, ma vision, c'est Dot Market, plus grosse plateforme d'achat-vente d'actifs digitaux et sociétés digitales européennes. Cool. J'ai pas lancé, tu vois, en me disant on fait Un un petit petit truc, quoi. truc fun pour vendre 4 sites pourris par an sur notre plateforme. Tu vois, ça, c'est pas ma vision. Euh, donc, mais du coup, c'est ça qui m'a donné confiance aussi. Et je me suis dit, OK, je comprends votre perception, mais parce que vous êtes sur la France, vous êtes sur l'audience SEO aussi. Tu vois, ça, Ouais, c'est ouais, c'est souvent, ça. on m'a Aussi reproché en l'audience. disant, ah, tu snobs les SEO. Tu vois. Mais non, putain, je suis SEO, tu vois, à la base. Mais je ne me suis pas cantonné au marché SEO. Dès le début, je me suis dit, OK, en fait, tu ne peux pas vendre des sites de SEO à des SEO. Bah, Est-ce que tu peux vendre tout court à des SEO? Ils font déjà des gros difficile. bails pour des outils à 100 Tu peux balles. leur vendre du contenu pour vendre du lien. Tu vois, tu peux trouver ce que tu as fait avec Content Rank, c'est génial. Ce que Julien fait avec Next Level, c'est génial. Tu vois, toutes les plateformes de création de contenu ou de vente de liens, c'est adapté à l'audience SEO. C'est ce qu'on veut, tu vois, trouver du bon contenu, des bons liens. Mais par contre, leur vendre un site, leur vendre de la presta, tout ça, c'est compliqué. Donc moi, dès le début, je me suis dit, OK, oublie le marché SEO. En plus, les premiers SEO à qui tu as parlé de ton projet, ils t'ont un peu pissé dessus en te disant, mais vas-y, dégage avec tes sites à x20, c'est de l'arnaque. Un site, de toute façon, ça ne tient pas plus de 6 mois, donc on ne va pas te l'acheter x20. Je dis, OK, pas la bonne audience, tu vois. C'est sûr que tu ne peux pas vendre x20 un site à un mec qui a jamais eu un site qui a duré plus de 12 mois, tu vois. C'est chaud. C'est C'est compliqué, ouais. compréhensible. Puis moi, je l'ai vu avec le e-com. Un SEO ne va jamais se mettre dans le e-commerce, par exemple. C'est pas le seul modèle de vente, mais je veux dire, tu lui parles de gérer des. C'est un autre métier, quoi. T'as ranké. Exactement. Après, tu as toute la gestion client, tout le SAV à te taper, tout le stock des produits, les fournisseurs, les machins. Donc, tu aurais peut-être vendu des sites d'affil, mais à part ça, voilà. Alors que Voilà. des types de sites, tu en as des. Je regarde souvent sur ta plateforme, tu as des trucs, la rémunération, genre le modèle économique, c'est basé sur une newsletter, d'autres, c'est de la file, d'autres, c'est du e-com, d'autres, c'est plein de choses. Du com, du service, on a plein de choses, ouais. Du coup, Et ça, c'était la clé. On s'est dit dès le début avec Mayan, OK, pour l'instant, et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on y revient, tu vois, au marché du SEO avec la nouvelle plateforme qu'on lance. On va proposer quelque chose au SEO et j'en suis le premier content puisque quand même, à la base, je le rappelle, je suis SEO. En tout cas, éditeur de site avec une spécialisation SEO. Euh, mais on s'est dit, OK, on oublie, tu vois, les acheteurs SEO et on va voir qu'est-ce qu'il y a dehors. Et en fait, dehors, il y a quoi? Il y a des agrégateurs, il y a des institutionnels, il y a des groupes médias, il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses, des gens qui veulent se reconvertir. Il y a plein de gens qui comprennent très bien le digital,
qui ne sont pas SEO, mais qui, eux, comprennent que racheter une boîte en France, c'est 3, 4, 5 ans de BE et que par conséquent, acheter un site 2 ans de son profit net, 2 ans de SDE, ben, c'est un bon modèle pour peu, que tu rachètes un site de qualité. Effectivement, tu ne rachètes pas un MFA expiré, éclaté pour 2 ans de son profit, tu vois. Donc, il fallait en fait travailler les deux. Il fallait travailler vraiment le type de site qu'on listait sur notre market. Et donc, très vite, on a dû être de plus en plus strict pour être sûr, tu vois, de ne pas laisser passer des sites qui avaient du risque. Et donc, bah, évidemment, ça nous a fait un peu galérer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sites à vendre et il n'y en a toujours pas beaucoup des très bons à vendre. Mais d'un autre côté, on avait une audience qui était réceptive à ça et qui nous a permis de faire l'impasse complète finalement sur la communauté SEO pour se lancer. Voilà. Ok. Donc, ça rejoint un peu la première question là-dessus, c'est qui achète des sites déjà fonctionnels, quoi, qui font déjà du chiffre d'affaires, qui sont déjà en route. C'est monsieur tout le monde, c'est, comme tu l'as dit, c'est de la reconversion, c'est des spécialistes, c'est des investisseurs. C'est effectivement un peu tout le monde. Nous, on les a catégorisés en 5, 6 groupes. Le sixième, c'est les fonds d'investissement et les PE groups et les agrégateurs c'est plutôt des groupements US qui commencent à s'intéresser au rachat de sites en Europe, mais principalement parce que la bulle, elle est tellement forte aux US que la différence de prix entre les actifs européens et les actifs US justifie presque d'embaucher des Européens pour gérer ces actifs. Voilà. Ça, c'est le dernier groupe, mais ils sont pas encore, ils hésitent. Mais on en a de plus en plus, en tout cas, qui s'inscrivent sur notre market et qui nous contactent pour savoir dans quelle mesure ils pourraient creuser. Mais sinon, les vraies audiences Attends, avec lesquelles on bosse. excuse-moi, Kevin, juste pour faire un point là-dessus, on parle quand même de financiers, tu vois, Ouais. qui au même titre qu'ils investiraient dans un programme immobilier pour avoir une rente ou pour avoir une plus-value, investissent dans des sites web en se disant, Oui. nous, on n'y connaît peut-être rien au web, mais on a une équipe, mais j'investis X milliers ou centaines de milliers, parce qu'apparemment, tu commences à rentrer dans des gros bises, je mets X milliers d'euros sur la table, je fous l'actif à gérer comme si je le donnais à un syndic de copro, mais Mhm. ça me fait penser à Guillaume avec son copro d'édition de site, là où plusieurs éditeurs achètent le Ouais. même domaine, ce qui n'est pas con. Et du coup, ils vont faire du bénéfice avec ça, quoi. Donc, on sort vraiment du petit SEO grade Google qui veut juste essayer de vivre sur la bête à vraiment des financiers qui vont réfléchir en groupe média, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, tu as des fonds d'investissement aujourd'hui, par exemple Wired, tu vois, qui est spécialisé aux US dans le rachat d'actifs digitaux purs. Ils rachètent du SaaS, de la file, etc. Ils l'optimisent, ils le flippent ou ils le gardent. Moi, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Onfolio, qui est en cours de listing au Nasdaq. Le modèle économique, c'est achat et édition de sites. Onfolio, c'est Human Proof Design, à la base, un mec éditeur de sites qui a vendu des sites clés en main. D'ailleurs, c'est de lui que j'avais récupéré l'idée à l'époque. Il faisait ça aux US. Je me suis dit, tiens, bonne idée, je vais le faire en France. Mais aujourd'hui, Onfolio, c'est un groupe d'édition de sites qui a levé des fonds en vendant des parts, common shares, preferred shares. Et bah, tu vois, au lancement, vu que je connaissais le gars, j'ai mis un billet dedans. Mais ça tu ne l'as pas en France. Des boîtes spécialisées dans le rachat et l'édition de sites multimodèles pour ensuite reverser des dividendes, aller se lister au Nasdaq, des choses comme ça. C'est des trucs un peu ouf. Donc, bref, moi, c'est des trucs qui m'ont toujours fait sauter sur ma chaise à me dire, là, on est sur un next level d'édition de site, quoi. Donc, ces gens-là, ils s'intéressent aussi au marché européen. Euh, Pas encore de manière très poussée sur le marché français parce que la plupart sont encore une fois anglophones et il faut recruter des équipes, etc. Mais ça arrive. Euh, Après, les vrais acheteurs, les acheteurs-acheteuses avec qui on bosse aujourd'hui au quotidien, la vague pandémie, ça a amené beaucoup de gens qui cherchaient un side project. Ça, c'est sûr. Je suis salarié, je suis Reconversion, en télétravail, ou je m'emmerde chez moi, ou je suis en voilà, chômage partiel ou technique. Je sais. exactement. Exactement. Alors, revenus complémentaires, du coup, ça, c'est des gens qui cherchent des petits sites. Tu vois, donc, souvent, on ne les a pas sur notre market, on les aura sur Below20, mais on ne les a pas vraiment, tu vois, les petits sites à 10, 15, 20 000. C'est vrai qu'on en liste de moins en moins parce que ce n'est pas très rentable d'un point de vue audit
par le temps passé à l'audit versus la commission prise. Bon. Ensuite, tu as des éditeurs et éditrices de sites, tout niveau, mais évidemment, ceux qui travaillent le plus avec nous, je les classerais dans des gros éditeurs de sites, tu vois, des personnes qui ont déjà des gros portefeuilles de sites, qui sont capables d'aller claquer quelques dizaines de milliers d'euros pour venir enrichir leur stratégie d'édition. Donc ça, c'est une audience avec laquelle on travaille quand même très bien. Et ça bascule, parce qu'en fait, tu as beaucoup de gros éditeurs de sites, grosses éditrices de sites, qui ensuite basculent sur des modèles de groupes médias, petits groupes médias, plus gros groupes médias, très gros groupes médias. On bosse avec tout cela. Les très gros groupes médias, aujourd'hui, on n'a pas de cible pour eux. C'est-à-dire qu'on est encore trop petit pour que des gens qui ont des sites à 5 millions nous fassent confiance. C'est logique, ça prend du temps, etc. Mais par contre, sur du quelques dizaines à 1-2 millions, on commence à avoir des pistes et du coup, ça nous permet d'aller toquer à la porte de petits, moyens groupes médias. Et après, tu as toute une audience institutionnelle, entrepreneuriale. Donc, institutionnelle, c'est plutôt B2B. Donc, si tu prends un site dans une thématique très précise et tu vas la revendre à des acteurs, tu vas le revendre à des acteurs du domaine qui voient, c'est de la croissance externe, clairement, ou du rachat de concurrents, ou des choses comme ça. Et après, entrepreneurs, entrepreneuses, ça, c'est plutôt des gens qui ils vont pas racheter un blog, les entrepreneurs et les entrepreneuses. Ils vont racheter un projet dans lequel ils se voient s'investir pour développer quelque chose d'un peu plus gros. Donc ça, c'est pas des gens qui réfléchissent SEO non plus. C'est des gens qui réfléchissent euh, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce projet? Qui je vais pouvoir recruter pour faire ci? Est-ce qu'il y a des canaux d'acquisition complémentaires à développer? Est-ce que je peux faire du dev produit, du dev technique, etc. etc. Donc voilà, side project, entrepreneur, entrepreneuse, éditeur, éditrice de site, groupe média, et puis agrégateur, PE Groups, fonds d'investissement, etc. qui arrivent. Ok, donc c'est vraiment diversifié. On est loin du mec seul qui gratte son affil Amazon ou qui met des plugins en mode affil ou quoi. Ça va vraiment loin, quoi. Du coup, Ouais. c'est quoi les modèles Très éco? partie de la database acheteuse, mais c'est clairement pas notre cœur de cible. Ouais, c'est une partie des acheteurs, mais pas que, quoi. C'est quoi je n'ai pas envie de dire les meilleurs modèles économiques, mais qu'est-ce qui se vend en général en termes de structure de site? C'est plutôt du e-com, c'est de la file, tu vois passer des trucs complètement ouf dont on n'aurait jamais une idée. Ce qui se vend le mieux, ça reste la file. Parce que, étant issu de la file, c'est vrai qu'on a quand même une audience peut-être plus sensible à ce modèle économique, mais pas que. En fait, les groupes médias, ils rachètent principalement de la file. Ils ne sont pas encore prêts à verticaliser leur mode de monétisation. Je pense que ça viendra. Mais aujourd'hui, même un groupe média bien baqué en termes de thunes et en termes d'équipe, n'est pas encore capable de comprendre l'intérêt de plugger un e-commerce, une marketplace ou un SaaS sur une audience existante. Mais je pense que ça viendra. En tout cas, c'est mon pari, tu vois, que tôt ou tard, ces groupes-là, ils en auront marre de confier toute leur monétisation à Amazon Non, mais et ils comprendront que… c'est certain, là, quand tu vois comment j'en parlais avec Loïc justement de Bordeaux, quand tu vois comment ça évolue, que ce soit les nouvelles plateformes là, comme Encore, je ne sais pas si tu as suivi un peu, que ce soit Amazon, que ce soit les marketplaces, tu évolues dans un monde où tu es tout petit contre un très gros qui n'en a rien à foutre et qui est clairement en train de te passer au-dessus en tant que revendeur pour aller proposer à ton fournisseur de se mettre sur Amazon. Donc, il n'y aura plus de place, en fait. Si tu n'as plus ton site, il n'y aura plus de place. Des boîtes comme Encore, là, qui sont en train de fournir un CRM complet à des petits fabricants ou à des petits concepteurs de produits, tu es même en train de te dire que le jour où Encore il ouvre son store au client final, avec la puissance de frappe qu'il a, tu ne sers plus à rien au milieu en tant qu'intermédiaire. Donc, dans la file, ouais, tu peux vite ne servir à rien, surtout quand Amazon change les règles ou n'importe quel affilié change les règles quand ils veulent. Les tracking de cookies, ça les intéresse vachement de dire on n'est plus capable de traiter vos ventes, on en prend 1 sur 10. Ouais, c'est facile, tu vois. Et moi, je pense aussi que aujourd'hui, c'est chiant, donc personne ne veut s'y mettre, mais le métier d'e-commerçant va reprendre de la valeur d'avoir ton propre site et de vendre avec tes clients et de ne plus avoir un intermédiaire qui t'écrase tes marges, quoi, au milieu. Ah, j'en suis persuadé.
J'en suis persuadé. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est l'affil, parce que tout le monde veut de l'affil. En fait, tout le monde veut le revenu passif résiduel. Sans rien faire, ouais. Voilà. Même les gros groupes médias, ils veulent juste plugger, mettre leur régie pub en se disant ma régie pub, elle sera meilleure que la tienne, mon programme d'affilié sera meilleur que le tien. Ce qui se défend, tu vois, mais Mais en soi, ça fonctionne, hein. C'est rentable ouais, d'avoir un Google News qui se positionne bien et de foutre des régies ou de la file bien dessus, sûr, d'avoir des sites qui font du fort trafic. Ça fonctionne, quoi, comme modèle. totalement, totalement. Mais donc, c'est ça qui se vend le mieux, c'est ça qui se vend le plus vite, c'est ça qui se vend le plus cher, OK. clairement. Et après, nous, on vend de tout. Euh, E-commerce, c'est ce qui est le plus proposé à la vente. Donc, si on sur 10 sites, on reçoit 8 e-commerce, 2 affiliés, et de temps en temps, un SaaS ou un autre modèle économique, tu vois, un peu plus alternatif. Et dans les e-commerce, il y a un petit peu de drop, mais les drops, on les refuse quasiment systématiquement. Ou alors, il faut qu'il y ait une marque, qui ait du Ouais. SEO, qui ait un Oui. truc, tu vois, qui ait créé une barrière à l'entrée. Si c'est un drop produit winner, made in China, Facebook Ads, Ouais. hop, va voir la concurrence si tu veux, mais nous, nous on s'y intéresse pas, quoi. Après, Donc, il y a des gens spécialisés un peu là-dedans. Je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais Isabelle, je crois qu'elle en faisait beaucoup ouais, de modèles basés sur Facebook Ads où elle auditait la page Facebook, elle allait voir la santé du compte, regarder la gueule des ads, est-ce que le produit était en fin de vie ou pas. Elle avait tout un process euh, là-dessus. Mais ouais, effectivement. Et les e-com se vendent moins bien du coup. alors, les e-com se vendent ouais, moins bien, moins vite. Alors, c'est en partie lié à notre audience. Je pense qu'on peut vraiment progresser en audience acheteuse e-com, audience acheteuse SaaS. Donc, il y a une partie, tu vois, qui est notre responsabilité d'être une plateforme aussi connue pour la vente de e-commerce. Ça évolue au fur et à mesure. Mais après, il y a aussi une réalité du marché qui est que les e-commerce sont rachetés par des e-commerçants et par conséquent, ou par des entrepreneurs, entrepreneuses. Et par conséquent, il faut qu'il y ait une vraie affinité au produit. C'est-à-dire qu'un site de contenu, affiliation, revenu résiduel, en fait, tout le monde peut l'acheter. Que tu aimes la thématique ou pas, en fait, si le modèle économique te permet de gagner de l'argent sans rien faire, peu importe, tu vois, que ce soit du jardinage, de la finance, du tourisme, du dating, tout le monde est OK pour investir là-dedans. Par contre, sur le e-commerce, il faut qu'il y ait soit une complémentarité avec un trafic existant, soit une affinité de l'acheteur ou de l'acheteuse avec le produit. Et donc, évidemment, ça réduit le marché potentiel d'acheteurs, d'acheteuses. Et ensuite, les e-commerce sont toujours un petit peu plus durs à vendre. Ça, tu le connais bien, on a déjà bossé ensemble sur des dossiers parce que tu as toujours la question du stock, tu as toujours la question du CMS qui est utilisé, tu as toujours la question de. Enfin, tu as plein de problématiques en fait complémentaires Que qui tu n'as peuvent pas être sur des un, nouveaux. ouais, que t'as pas sur un WordPress d'affil où tu as juste à filer les C'est codes, ça, les clés d'activation. Au pire, tu te rachètes le plugin, tu prends la c'est ça. licence et puis basta, quoi. Ça Alors que fonctionne. sur le e-com, tu peux dire j'adore le business, mais en fait, c'est pas le bon CMS. Du coup, j'ai pas envie de bosser avec celui-là. Ou les produits sont trop gros. Et du coup, j'ai pas envie de gérer des produits trop gros. Ou le stockage m'a l'air compliqué. J'ai pas envie de gérer le Ou stockage. c'est Ou, des produits qui cassent, ou ces trucs durs à voilà, sourcer, ou j'ai de la date exactement. de limite de consommation, de la DLC, ouais, oui, c'est vrai, il y a plein Ouais. de. Effectivement, Donc, ça fait que même si tu es convaincu par le business, il y a 10 critères sur lesquels il suffit d'un qui ne te convient pas pour que potentiellement ça tu soit te dur, dises ouais. je ne vais Ok. pas prendre celui-ci, quoi. Tu as des modèles des exemples de modèles économiques un peu fun que tu as déjà vu passer, qui changent vraiment, où tu t'es dit, ouais, j'ai jamais vu ça, quoi. En vraiment fun, alors non, en fun, je sais pas, mais là par exemple, on audite un business qui est uniquement sur du numéro surtaxé, on n'en voit pas beaucoup. Euh, c'est pas très fun. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est pas super éthique le principe du numéro surtaxé, Non, mais je veux dire, c'est mais un modèle éco qui change de ce qu'on voit habituellement, quoi. ouais, Comme on le gars voit. qui, pendant le Covid, avait fait, pendant le confinement, il avait fait un 08 pour savoir les centres de test où prendre Voilà. rendez-vous, quoi. Et le mec, il s'était fait des pages avec des templates. D'un point de vue SEO, c'était magnifique son truc. Ouais. Moins éthique, Ça, effectivement. c'est alternatif. Enfin, alternatif. C'est pas tant utilisé que ça et c'est assez rare qu'on en voit à la vente. Euh, Moi, j'adore les projets SaaS. Enfin, les SaaS, c'est vraiment un truc où tu peux tout inventer, tout.
Voilà, donc, en fait, c'est pas le modèle économique qui est alternatif, c'est plutôt la manière d'aborder certaines thématiques et quoi proposer comme service automatisé pour répondre à cette problématique. Donc, on a vu des trucs, tu vois, de facilitation de démarches administratives, par exemple, c'est délire. Tu te dis, ah ouais, il y a des gens qui payent pour ça, c'est drôle. Après, je vois passer des niches ou des sous-niches qui me font un peu marrer. Tu vois, certaines, on les accepte, d'autres, on les refuse par éthique ou par réflexion sur la pérennité de la thématique. Mais non, on n'a pas vu encore de newsletter à vendre. J'adorerais avoir des newsletters à vendre, mais on vient de racheter une plateforme justement pour faire l'achat-vente de newsletters aux US. En France, c'est encore un petit peu compliqué. Euh, on a vu, en France, j'en ai pas vu, mais aux US, pareil, ça se fait de vendre des templates, des Airtable, tu vois, des databases. Maximilien vient de le faire Il vient de avec. racheter un Airtable, justement, il m'a Ouais, montré, c'est super bien son truc. voilà. Ça, c'est top, tu vois. Ouais, j'adore cette idée. On l'a fait, nous, avec Easy Wins, qui est un template d'amélioration à faire sur un site pour optimiser son référencement ou ses revenus. Enfin, c'est des trucs tout basiques, tu vois, mais c'est de la mise à disposition sous forme de tableau Excel ou de Airtable, J'avoue. de data utile. Et voilà, j'adore l'idée de Maximilien, tu vois, c'est efficace, mais tout le monde cherche des meilleurs programmes d'affiliation. Et j'avoue que son truc Donc, est tout con. Tu te dis, putain, tu as des gens qui vont payer pour accéder à un tableau où tu as listé. Bah ouais, mais tu as fait le boulot de lister. Tu as fait le boulot de contacter les gens. Tu as peut-être négo des plans un peu mieux avec eux. Voilà. Et ouais, c'est clair que des fois, il ne faut pas se compliquer la vie puisque c'est exactement. ça, quoi. Tu détiens une information que les autres n'ont pas, ils vont payer pour. Bon, voilà, Après, ce que j'aime beaucoup avec ces types Airtable et Co, c'est que c'est du biz où en fait, c'est de la mise en forme où tu peux aller vite. Tu pars pas dans un dev de 8 mois pour voir si ça plaît. En quelques jours, tu peux avoir setup un truc et tu vois si tu as l'audience ou pas. Et peut-être que les gens vont te dire, mais t'es fou, je vais pas payer pour ça ou ton truc est nul ou j'en sais rien. Après, tu pourras développer par la suite, mais au moins, tu te lances. Totalement. Ah non, ça va super rapidement. Maximilien a déjà publié qu'il avait rentabilisé son investissement. Maintenant, ça sera que du profit, même s'il doit bosser sur le produit et que du coup, il va avoir des dépenses liées à ça. Mais techniquement, il a déjà remboursé. Nous, Easy Wins, Easy Wins, j'aurais pu faire la traduction moi-même, mais ça m'aurait pris des heures. J'ai embauché un traducteur, ça m'a coûté 2000 balles de tout traduire, mais on a fait 2000 balles la première semaine où on a lancé le produit. Proof of concept validé, produit remboursé. Et maintenant, on va le plugger dans nos CRM ou sur nos futures plateformes comme produit complémentaire et ça sera que du profit à partir de là. Donc, tu vois, il y a plein de petits trucs à faire. La vraie problématique sur ces petits projets-là, c'est comment ramener le trafic, qui fait que souvent, c'est des business qui ont fait un peu du one-shot avant d'être vendus et donc leur pérennité est questionnable. C'est-à-dire que si ce n'est pas entre les mains de quelqu'un qui a une audience, ou une communauté, c'est un peu plus difficile à revendre. C'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup sur d'autres markets, parce que bah, nous, on privilégie des business qui tournent de manière assez automatisée. Euh, et ce type de projet-là, bah, tu vois, Maximilien, il l'a racheté. En fait, les mecs, ils ont lancé Product Hunt, ils ont fait un peu de thunes, ils ont mis en vente. Puis derrière, ils n'ont jamais réussi à en faire plus. Mais pourquoi? Parce que finalement, ils n'avaient pas l'audience. Maximilien, c'est génial, il a l'audience. Une audience de malade, même. Même une Donc, audience il de malade. faut. Ouais, tout le monde ne peut pas racheter ces projets, mais moi, je les aime bien, en tout cas, clairement. Ça me fait un peu penser à Théophile Hélier, je ne sais plus où ça en est, qui vendait son blog et sa newsletter. Mais tu te dis en soi, ça vaut tout et ça vaut rien, quoi, parce que les gens, ils ont adhéré pour Théophile Hélier, pour le Ah style de oui, vie, pour le bonhomme. Tu remplaces par un gros qui roule en Fiat Panda au fin fond du Cantal, tu vois. Non, ça vendra un ça petit peu matche moins, pas, c'est quoi. Ouais, clair. ça matche pas. Ça reste des abonnés, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. C'est clair. Bah, écoute, c'est cool tous ces éléments. On finira par comment toi t'audites et qu'est-ce que tu regardes dans un site. Moi, j'ai une principale question parce que nous, c'est un truc qui nous a quand même bloqué avec ce que j'appelle la douille, c'est de te dire est-ce que je vais prendre une douille ou pas, quoi. C'est ma question, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un vendrait son site? Si mon site, il est tout beau, il me donne, mettons, 500 balles par mois en affil, et comme tu dis, c'est du récurrent, c'est pas du passif, mais voilà, c'est de l'argent qui tombe tous les mois. Pourquoi il va vendre son site, quoi? Garde-le. S'il ne prend pas de temps et qu'il t'amène de la thune, pourquoi tu le vends, en fait?
Et moi, c'est un truc qui m'a longtemps. Genre, je bloque toujours, j'en parlais dans le webinaire chez Fred, je bloque Ouais. toujours sur cette question. Je veux vraiment comprendre pourquoi tu vends, en fait. Du coup, je te la pose. Pourquoi tes vendeurs vendent, en fait? Alors, tu as toujours, toujours, toujours le vendeur ou la vendeuse qui vend parce qu'il y a une couille. Ça, c'est sûr. Et notre job, c'est d'essayer d'identifier où elle est et quelle est la gravité de cette problématique qui pousse à vendre. Mais il y en aura toujours. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre market fonctionne. C'est que les gens viennent nous voir pour accéder à des business sur lesquels on aura fait ce travail. Mais il faut le garder en tête. C'est évident que la majorité des business qui sont à vendre sur Internet le sont pour des mauvaises raisons, malheureusement. Mais il y a aussi plein de bonnes raisons. Et nous, par exemple, tu vois, en 1 an et demi de business, qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai départ à la retraite. Ça, c'est des business que j'adore, parce qu'en général, un business de personnes qui part à la retraite, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup réfléchi SEO, tu vois. C'est, a priori, s'ils sont à l'âge de partir à la retraite aujourd'hui, c'est que leur site, il a un petit paquet d'années et logiquement, il y a plein de choses à optimiser dessus. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'était le cas avec nous. Voilà, tu sais que tu achètes un site où il faut retaper le CMS. Le gars part à Exactement. la retraite, donc comme ça fait 5 ans qu'il le sait, il n'a pas mis à jour son CMS, il n'a pas repayé une agence ou autre. Exactement. Tu prends des sites le nom de domaine est peut-être très beau, le business est établi, mais le CMS, il fait la gueule. Donc, tu t'engages à passer une semaine à taper ton site, quoi. Exactement. Voilà. Donc ça, ça a les avantages et les inconvénients. Nous, Ouais. on essaye de bosser le moins possible en fait avec des sites vendus par des SEO, principalement parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont faire très bien le taf. Et là, les sites sont bienvenus évidemment, hein, parce qu'on a les acheteurs pour ça. Mais dès que c'est un profil SEO, il y a un petit warning de OK, c'est quoi la petite magouille qui a été utilisée pour réussir à ranker le site? Euh, Pourquoi vendre? Psychologie. Il y a des gens qui pensent que leur site va se casser la gueule. Alors que pas forcément, tu vois, mais si ce n'est pas des SEO, justement, première update Google où ça secoue un petit peu, coup de flip, et ils se disent, OK, il vaut mieux vendre maintenant. Et des fois, ils ont raison, des fois, ils ont tort, et en fait, c'est juste une petite secousse que tu as l'habitude de voir quand tu es dans le domaine. Tu t'alarmes pas quand ton site il fait un moins 30%, tu te dis, bon, ça peut Oui, revenir, tu vois. si à chaque fois que tu fais un -20 ou que Google bug et qu'il te sort ou je sais pas quoi pour une journée ou deux, tu arrêtes ton site. J'avoue, c'est chaud, Exactement. ouais. Mais ouais, ok, Tu je comprends. as, des personnes qui vendent parce que leur challenge a été atteint. Moi, c'est ça que j'avais fait à l'époque, tu vois, quand mon premier gros site, enfin gros site à 6 chiffres revendu, je l'avais pris comme un challenge. Mais dès qu'il vaut plus de 100 000 euros, je le revends. Euh, il y a le plateau. Ça, c'est la meilleure raison. En général, c'est celle qu'on considère une des plus valides. C'est des gens qui ont atteint un plateau et qui ne savent pas comment aller au-dessus. Et ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que ça stagne. Et, euh, et ils savent peut-être, tu vois, qu'il faudrait réinvestir, il faudrait des compétences ou quoi que ce soit, mais ils ne les ont pas. Ouais. Donc, ça plateau et ils se disent, allez, je peux passer à autre chose. Tu as des éditeurs de sites, ça c'est souvent éditeurs et éditrices de sites, qui veulent vendre pour pouvoir réinvestir dans un autre site. Euh, t'as, qu'est-ce que Ouais, ça, c'est les raisons, les bonnes raisons, on va dire, Ouais. tu vois, qui peuvent pousser à vendre. Oui, c'est Euh, plausible, quoi. Voilà, tu as le changement de projet. On a eu le cas avec quelqu'un qui a fait un super site, qui a vendu 2 sites chez nous. Il y en avait un qui avait plus de 20 ans, un excellent éditeur de sites. S'il nous regarde, il se reconnaîtra, mais excellent éditeur de sites, excellent tech, excellent dev, qui a chopé un excellent job et qui du coup a décidé de changer d'activité, tu vois, de couper son activité d'éditeur de site pour prendre un taf. Bon, ça, c'est OK, c'est une excellente raison de vendre. Tu vois, donc, Ouais. il y en a plein. J'ai déjà eu des éditeurs qui vendaient parce qu'ils voulaient s'acheter une maison. Bon, D'accord. cash out, tu vois. Après, Donc, tu as le il y mec. a burn-out. Un Ouais. éditeur qui vendait parce qu'il était en burn-out, il était saoulé par la thématique, il n'y arrivait plus à se motiver, tu vois. Et puis, voilà, il y a l'éditeur qui veut vendre parce qu'il veut investir dans les cryptos qui ont l'air de rapporter plus. Ok. Tu as plein de bonnes raisons.
et le taf, c'est ce que tu fais, tu vois, quand tu es acheteur, c'est identifier si c'est plausible et si les chiffres, la tendance viennent valider cette raison de vendre ou si en réalité, c'est pas ça, tu vois. On a eu des vendeurs, ils vendent parce qu'ils viennent de se faire éclater leur page Facebook, tu vois, ou leur business manager. Bon, c'est moins bon comme raison, évidemment, hein. Ouais, ok. Et puis, Le t'as tous ceux qui- fournisseur a augmenté les prix pour l'année prochaine de 30% et du coup, ils vendent avant que tu le découvres. C'est toutes ces raisons-là qui sont un peu compliquées. Pour moi, tout ce qui est éclatage de page Facebook, de business manager, d'update Google ou autre, tu le vois assez facilement en fait. Si tu as l'œil, tu vas le trouver. Mais ce qui est Ouais. vraiment compliqué, c'est le gars qui sait que son fournisseur va arrêter, qui a lui identifié qu'un concurrent va se lancer sur le même produit. Moi, tu vois, on l'a sur un des sites. C'est facilement identifiable, tu vois, mais le fournisseur s'est mis à faire un site web. Il en avait marre qu'on soit son quasi client unique et qu'on fasse le gros volume. Et Ouais. comme il est médaillé d'or de je sais pas quoi et qu'il a plein d'interviews TV, bah, il passe devant nous facilement. Bon, il est passé un mois devant nous, je suis repassé devant, mais tu vois, il va réessayer. Ouais, Donc, tu te rentres dans une guerre où tu dois c'est passer ça. du jus de cerveau alors qu'à la base, tu étais premier, personne n'est emmerdé. Et là maintenant, donc c'est vrai que c'est tout ça qu'il faut creuser. Ouais. Et c'est super dur des fois à identifier, quoi. C'est super compliqué, hein. Avec un mais quand même, c'est que là-dedans, tu as des raisons, tu vois, qui sont vraiment dangereuses. C'est-à-dire que si tu rachètes un site et qu'il y a un truc qui vraiment va mettre en péril total ton site, ça, évidemment, c'est très dangereux. Par contre, et ça, c'est une des forces de notre réseau d'acheteurs et d'acheteuses, c'est qu'évidemment, ils sont contents d'acheter un site à 2 ans de profit, mais quand tu as un profil entrepreneurial, tu n'as pas peur de mettre 3 ans, 4 ans à rembourser un investissement. Et d'ailleurs, tu ne te bases pas sur l'existant, tu te bases aussi sur tout ce que tu vas pouvoir développer. Et ça change un peu la psychologie des acheteurs qui se disent, OK, j'accepte finalement le risque que les prix risquent d'augmenter ou bien on risque de perdre tel fournisseur. C'est déjà arrivé, hein, on vend un site et puis en fait, un des fournisseurs est perdu, mais l'acheteur avait identifié que Google Ads, optimisation de la logistique et nouveau fournisseur devait lui permettre de backup. Effectivement, le site a connu une croissance malgré l'arrêt d'un fournisseur principal. Mais ça demande une réflexion plus globale. Et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, des petits éditeurs, éditrices de sites ou des personnes qui débutent, il ne faut pas qu'ils se lancent dans ce type de rachat. Par contre, des industriels, des entrepreneurs, des personnes qui ont une grosse expertise dans le domaine, euh, en général, c'est un facteur de risque qui peut jouer sur la négociation, mais ce n'est pas un facteur de no-go. Ouais, ouais, c'est ok, ça roule. Mais ouais, des trucs à la con, moi j'avais vu, nous on a gagné vachement parce qu'on a une remise Colissimo avec les volumes de ce qu'on fait déjà sur d'autres business. Rien que là-dessus, j'ai gratté sur la rentabilité par rapport à ce que l'ancien proprio avait, quoi. Parce que Voilà. Et voilà, du c'est le coup, genre de si tu as truc. ça, bah, tu seras peut-être OK avec la refonte CMS à financer. Tu seras peut-être OK Ouais, avec le fait que tu sais que le fournisseur risque d'augmenter ses prix, mais en fait, ça va devenir égalitaire. Mais ça demande une expertise un peu plus ouais, ouais, poussée. c'est Et ça. c'est pour ça aussi que souvent le risque d'ailleurs est sur le e-commerce, hein. Tu as beaucoup Ouais. plus d'inconnus sur le e-commerce et c'est pour ça aussi que les e-commerce se vendent moins vite. Euh, à savoir si dans le stock, en fait, il n'y a pas 90% de produits pourris qui sont là depuis 2 ans et qui ne vendront jamais, tu vois. C'est plein de choses à identifier et Ouais, à analyser ouais, en ouais, amont. c'est vrai. Mais c'est raison, c'est une vraie. Il y a vraiment plein de trucs quand on a acheté trois quatre t'as à peu près vu tous les coups, mais Ouais. d'où l'intérêt de passer par une plateforme où justement, toi, tu vas filtrer, quoi. Donc, Mm. justement, c'est la grande question. Après, on parlera peut-être un peu de stratégie d'investissement ou autre, puisqu'il y a un côté financier, mais quels critères tu regardes quand on vient de présenter un site? Donc déjà, j'imagine, tu as des filtres à l'entrée de Ouais. no-go direct, ça dégage, j'en veux pas, si c'est du drop, du machin et tout. Ça va être différent, j'imagine, selon le modèle économique, mais tu regardes quoi et qu'est-ce que tu audites en fait pour dire est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, et combien ça se vend en fait? Ouais. Alors, plus on avance, plus on découpe les phases d'audit pour gagner en efficacité. Au début, presque on auditait tout le site avant de donner une réponse. Pas faisable et tu grossis pas une boîte en faisant tout le temps des audits complets. Donc aujourd'hui, on a 3 phases.
on a une toute première phase où on jette juste un coup d'œil au site. Et là, c'est plutôt par expérience. Est-ce qu'on détecte sur le site des choses qu'on a déjà vues qui nous semblent être des warnings? Donc, en le passant sur des outils très classiques, SEO Observer, SEMrush, Ahref, est-ce qu'on détecte des choses qui n'ont pas l'air ouf? Un domaine expiré, une tendance à la baisse, des pics inexplicables de trafic ou des drops inexplicables de trafic. Les pertes de La gueule du position. site, la gueule du site, d'où ont l'air de venir les produits, etc. Donc, ça, c'est une partie qui est un petit peu dure à expliquer, mais toi, tu dois comprendre, qui est au premier feeling. Tu es éditeur de site depuis assez longtemps, tu as un ressenti qui te permet de savoir si, bon, c'est pas sûr, mais ça a l'air OK, je veux bien creuser, ou ça, j'ai déjà vu avant et à mon avis, c'est pas bon. Voilà. OK. Donc, on drop énormément de sites à cette étape-là. Après, on a une étape où ultra basique, accès analytics, accès Search Console et remplissage de documents PNL, donc charges et revenus. Cette étape-là, elle nous permet de dropper encore pas mal de sites parce qu'une fois que tu as accès à Analytics et Search Console, tu as globalement accès à une grosse partie de ce qui va ou ce qui ne va pas sur le site. Et sur ça, tu peux, encore une fois, tu peux éliminer sur la trend, tu peux éliminer sur la répartition de trafic sur les pages, tu peux éliminer sur la provenance de l'audience, tu peux éliminer sur la provenance des mots-clés. Tu peux éliminer plein de choses que tu connais très bien. Je ne vais pas tous les détailler parce qu'on a quand même une audience, à mon avis, assez calée sur comment fonctionne Google Analytics, mais on fait tous les checks possibles que tu peux imaginer sur Google Analytics. Et après, sur les PNL, là, on vérifie la profitabilité déclarative du site. Déclarative, j'insiste, parce que c'est que du déclaratif et de plus en plus, on se rend compte que, notamment sur les sociétés, c'est pour ça qu'on a lancé un pôle dédié, qu'on a recruté quelqu'un dédié sur les sociétés, parce que tous les petits e-commerce, le déclaratif, en général, il est éclaté par rapport à la réalité. Mais le déclaratif nous permet déjà d'identifier s'il y a des choses qui sont pertinentes ou pas. Tu vois, quels sont les pôles de dépenses, quels sont les pôles de revenus aussi. Ça nous permet de voir si la marge à la fin, elle a l'air pertinente ou pas, et si ça vaut le coup, encore une fois, de creuser ou pas. Et après, tu as la vraie phase d'audit. Celle-ci, on l'a fait désormais que sur les sites qui ont déjà passé toutes les étapes que je viens de te dire, donc il en reste plus beaucoup en général. Où là, si c'est un site d'affiliation, c'est quand même vachement plus simple parce que accès aux plateformes, ça te donne une très bonne visibilité de ce qui se passe sur le site, mais il y a quand même toujours des choses à vérifier, tu vois, sur pourquoi un programme a arrêté de convertir, est-ce qu'il a été remplacé par un autre, est-ce qu'il y a eu une baisse de revenus sur l'un ou l'autre, ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, on va le chercher, on va le creuser. Sur un e-commerce, c'est là que c'est le plus long et le plus fastidieux parce qu'il faut décortiquer le taux de retour, le taux de satisfaction, est-ce que la TVA, elle est payée ou pas, donc bilan comptable, grand livre. Et là, c'est du décortiquage, ligne par ligne. Est-ce que tout ça a du sens? Est-ce que, en fait, dans le tableau PNL, tu ne mets pas ta dette, tu ne mets pas tes stocks. Du coup, est-ce que si on rajoute ces éléments-là, on est toujours avec une société profitable ou pas? Donc voilà. Le e-commerce, globalement, l'audit est fastidieux et complexe. Clairement, ce n'est pas mes sites préférés à vendre, mais on le fait, évidemment. Sur l'affiliation, c'est évidemment beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, parce que logiquement, à part pour la partie SEO, tu vois, backlink, clocking de liens ou des choses comme ça, le reste, tout est visible en quelque sorte. C'est-à-dire que si tu prends le temps de regarder, de lire les contenus, d'aller fouiller sur les plateformes, tu peux à peu près tout vérifier pour te rendre compte si tu es sur quelque chose qui a du sens ou pas, quoi. Est-ce que la monétisation ne vient pas que d'une page? Ton site a beau être nickel d'un point de vue SEO, mais si tous les revenus viennent d'une page, c'est pas pour autant qu'on va le prendre, tu vois. Ou alors on va devoir mettre un énorme warning en disant attention, tout vient d'une page. Mais peut-être que c'est parce que la personne a mis de l'affiliation que sur une page. Dans ce cas-là, pas de problème, parce que s'il y a 10 autres pages qui pourraient être monétisées, opportunité. Par contre, si en fait c'est 99% du trafic
qui vient sur des pages non monétisables et tous les revenus qui viennent de la page monétisable, warning et très probablement refus du site. Hmm. Donc, tu fais ton prix là sur la base des 24 mois de profit. En grosse moyenne, ça peut être bien en dessous si c'est un site Amazon qui est tu vois, en mode un peu MFA. Il y a des très bons MFA, mais un MFA de base aura une valorisation plus basse. Les e-commerce sont aussi valorisés plus bas parce qu'en général, vu qu'il y a plus de travail, il y a toujours des coûts de main-d'œuvre à rajouter qui font que tu dois baisser le multiple étant donné que la personne va devoir y passer plus de temps. Et ouais, très globalement, ça peut être de x 18 mois de profit sur des gros médias, on a déjà vu du x36 ou plus, tu vois, quand c'est racheté par un groupe média, eux, ils n'ont pas de problème à mettre beaucoup plus. Hein. Ouais, donc tu mets une plus ou moins, t'as ta base et tu mets une plus ou moins value, un bonus ou un malus en fonction des warnings, des trucs que tu veux. Okay. En moyenne, c'est combien de sites qui sont acceptés par mois sur votre plateforme aujourd'hui? Genre combien d'acceptés, combien de vendus à peu près? Ouais, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'en lister un par semaine. C'est vraiment notre objectif. On le tient pour ce début d'année. L'année dernière, on a vendu 22 sites et l'année d'avant, on en a vendu 24. D'accord. Donc, cette année, l'objectif, c'est d'en vendre 40, 50. Tu vois, ça serait une bonne progression. Parce que la première année, on a vendu 24 sites, 650 000 euros de sites vendus. Ouais, La c'est ça la deuxième année, question. on a vendu 22 sites pour 2,9 millions. Donc, tu as moins de sites, mais plus grosse valeur. C'est ça le vrai Et sujet, cette quoi. année, Ouais. cette année, on vise 10 millions d'euros de valeur de sites vendus. Il va falloir à la fois du volume et des sites plus gros. Tu vois, il Ouais, c'est faut ça. réussir à avancer sur les deux. Et en moyenne, alors c'est une question à la con, mais c'est combien un site à racheter? Tu vas me dire, ça dépend, mais je veux dire, il y a une moyenne, quoi. Tu es sur plusieurs dizaines de milliers d'euros au minimum. Sur d'autres markets, ouais. Oui, sur d'autres Ouais, markets. ouais. Parce qu'on a fait le choix de privilégier des business où il y a une rentabilité par rapport au travail qui est fourni, d'audit, etc. Au début, on acceptait même les petits sites, tu vois, il fallait se faire la main, il fallait se faire connaître, etc. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens de faire un travail d'audit approfondi sur un site à 10 000 balles. Oui, oui, Ouais, tout à fait. on est 7 dans l'équipe, il faut payer les salaires, il faut payer la V2, il faut payer tout ce qui va avec la vie d'une boîte. Tu peux pas faire bosser un salaire sur un site qui va rapporter 1000 balles à la fin. Mais pour Ah ça, ouais. on lance une nouvelle plateforme qui sera vraiment dédiée à ces sites de zéro, non pas Ouais. zéro évidemment, mais de quelques centaines à 20 000 euros, sur laquelle on va vraiment tout automatiser. Il y aura vraiment une chef de projet qui filtrera à l'entrée sur les premiers critères que je t'ai évoqués tout à l'heure. Donc, ce ne sera pas un audit ultra complet. Ouais. Mais on mettra à dispo formation pour que tu puisses le faire toi-même. Euh, et puis, on va trouver un moyen quand même de proposer les contrats de cession, les séquestres, les prestations de migration, etc., etc. Mais sur notre market aujourd'hui, ouais, tu ne trouveras pas de site à moins de quelques dizaines de milliers d'euros, sauf exception. Des fois, il y a des très bons sites d'affil euh, qui sont top et on les prend parce qu'on se dit c'est rapide à auditer, ils vont partir en 24 heures, ça fait plaisir et voilà. Ou tu connais le vendeur et au bout d'un moment, tu sais qu'il n'y a pas de douille, tu vois comment le mec bosse, c'est un peu plus simple de. C'est ça. OK. Alors, un cron, un prêt à la banque en tant que société, c'est entre 5 et 8 ans sur lequel tu peux étaler pour le remboursement. Toi, c'est sur 2 ans. Est-ce que c'est pour toi une bonne stratégie de se dire j'achète 2 ans de chiffre d'affaires, mais en fait que j'étale sur 8 ans ou 5 ans de remboursement et j'autofinance par un Chrome, quoi. J'autofinance mon achat, ou est-ce qu'il faut le faire sur ses fonds propres? Tu vois, comment tu vois un peu la gestion de ça, quoi? Évidemment, si tu peux emprunter pour financer, déjà tu te sécurises en partie. Et puis, évidemment que c'est toujours mieux de ne pas avoir à sortir du cash upfront sur un rachat. Maintenant, c'est pas facile à obtenir, les prêts. C'est plus facile sur du rachat de société. Donc, on est ravi, tu vois, de lancer le pôle vente de société parce qu'on sait que ça va permettre à certains de nos acheteurs et acheteuses de débloquer plus facilement des fonds. Sur les rachats d'actifs seuls, le prêt est très compliqué. C'est faisable chez les personnes qui sont déjà dans le digital et qui, du coup, ont un banquier ou une banquière qui comprend le modèle économique.
Par contre, pour les personnes qui se lancent, euh, j'ai déjà vu du prêt à la consommation validé sur un petit site, tu Ah, c'est vois. chaud là. Mais, mais sinon, ça passe pas parce que les critères d'obtention de prêt sont beaucoup trop stricts. Même des plateformes comme… alors, il y a Mansa aujourd'hui qui permet de faire du paiement en plusieurs fois pour les indépendants. Donc, ça, c'est cool, mais il faut quand même répondre aux critères d'éligibilité. Il y a October.eu avec qui on est partenaire depuis longtemps, mais les critères, c'est 250 000 euros de CA, 3 ans d'ancienneté. Tu vois, ça, finalement, ça reste compliqué. Euh, Ouais, et puis donc, si tu veux racheter un actif et que tu n'as pas de background derrière, pas Ouais, d'historique, pas de société, c'est fonds propre. Il y a pas d'autre ouais, choix. ok. Mais nous j'avoue que notre banquier commence à nous connaître. Alors bon, c'est une banque à la con, ça change tous les 3 mois ou tous les 6 mois, tu changes d'interlocuteur. Mais je veux dire, au bout d'un moment, quand tu as 11 ans d'ancienneté, tu as tes bilans, tu gagnes ta vie et tu es reconnu un peu, d'où l'intérêt d'avoir déjà demandé des formations validées ou ce genre de trucs pour prouver que tu te mets bien à jour Ouais. de tout ça. Donc, ouais, c'est une fois que tu es implanté, c'est beaucoup plus facile, mais effectivement, au lancement, voilà. Après, par contre, bon, je sais pas toi, mais le prêt à la consommation, je le trouve super chaud, super risqué, surtout avec les taux des Cofidis, Ouais, ouais, CGTM, ouais, je sais non, pas quoi, CTLM, là. c'est pas quelque chose que je recommande, clairement pas. Ou alors, tu le fais dans un cadre où, en fait, c'est juste pour avoir le cash up front, mais tu as déjà backé derrière, t'as de quoi le payer, et Ouais. c'est juste pour pas sortir tes propres liquidités. Mais on l'a eu une fois au tout début sur un petit site. C'était un SEO. Donc, tu vois, il savait parfaitement ce qu'il allait faire du site Oui, ouais, après. Et ça aussi. c'est juste pour avoir les liquidités qu'il n'avait pas tout de suite, quoi. Ouais, ouais, ok. Donc, du coup, achat-vente de société, plus que le site web, qu'est-ce qui change entre les deux, en fait, et quel est l'avantage d'acheter la totalité de la boîte avec le fonds de commerce, l'actif, le passif, Co, versus j'achète juste un site web. Au passage, ça a été dur de faire comprendre à un expert comptable, c'est juste un site web que j'achète, quoi. C'est pas une société, c'est pas une marque, c'est juste le nom de domaine avec des choses dessus, quoi. J'avoue que ça, c'est pas tout le monde qui voit ça, quoi. Non, bah, tu as donné une des principales raisons. Pourquoi on lance la vente de ce fonds de commerce et de société? Parce que sur le marché français, c'est une nécessité de proposer des choses plus carrées, plus structurées aux investisseurs et aux financiers. Donc, sur les types de contenu, en fait, la question ne se pose pas. Quasiment personne ne vend sa société de sites de contenu. Sauf que là, on a le cas, tu vois, des personnes qui partent à la retraite, qui sont OK de vendre la société avec le site, mais ça n'a aucun intérêt, en fait, de reprendre la société quand tu as déjà une boîte et que tu reprends juste du contenu. Par contre, sur le e-commerce, notamment, euh, c'est quasiment obligatoire aujourd'hui, soit cession de fonds de commerce, soit cession partielle de fonds de commerce, soit reprise de titres. Un, parce que pour les risques de requalification, si tu vends ton actif seul, tu peux être requalifié en cession de fonds de commerce et ça pique un petit peu potentiellement. Euh, et deux, parce que il y a trop de choses rattachées potentiellement. Les contrats avec les fournisseurs. Bah, si tu ne rachètes pas la boîte, il faut re-signer les contrats, donc il y a le risque qu'ils renégocient, qu'ils ne renouvellent pas, etc. Le contrat avec, je ne sais pas moi, la warehouse où tu stockes tes produits. Ne serait-ce que ta remise La Poste, hein, en e-commerce, c'est tout con, mais Voilà, c'est vraiment entre les 25 points qu'ils peuvent te faire et les 5 points quand tu commences. Si tu n'es pas connu de La Poste, c'est super galère tu prends cher, quoi, au exactement. lancement. Exactement. Le fait de ne pas avoir à transférer la marque, le fait de… voilà, il y a plein de choses. Et après, il y a des questions aussi. Quel est l'avantage? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, mais quand tu rachètes une boîte, tu rachètes tout ce qui va avec. Et légalement, enfin, dans les contrats, tu peux mettre, quand tu rachètes une boîte, des garanties d'actifs passifs qui te permettent d'être mieux protégé en cas de problématique avec le site dans le futur. Sur un actif, il n'y a pas de protection. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose avec le site, il y a zéro façon de te retourner à part les éléments qui ont été intégrés dans le contrat de cession, mais qui ne peuvent pas être des clauses abusives. C'est-à-dire que tu peux pas, tu es obligé de protéger de manière équitable acheteurs et vendeurs Ouais. dans un contrat de cession d'actifs digitaux. Donc, si tu mets que des clauses qui disent
en cas de problème, le vendeur est 1000% responsable et doit faire tout ça, en fait, tu pourras faire casser le contrat plus tard en disant, mais non, c'était abusif parce que il fallait prendre en compte le fait que l'acheteur a acheté en toute connaissance de cause, etc. Donc, tu peux te protéger contre des vices cachés, mais tu ne peux pas te protéger contre tout. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence en France sur l'achat-vente d'actifs digitaux purs. Donc, pour aller trouver un juge qui va piger ce que tu lui expliques sur il a retiré ses backlinks, tu vois, ou il a lancé un site concurrent, tu vois, c'est vachement plus compliqué. Tandis que sur du rachat de boîte, vu que le modèle existe, les jurisprudences existent, les avocats, les juges sont déjà beaucoup plus à même de comprendre les problématiques de concurrence, d'actifs passifs, tu vois, d'impayés, de choses comme ça. Et donc, tu peux intégrer en fait dans ces contrats des choses qui vont mieux te protéger dans le futur en cas de problème liés à la reprise ou à des choses cachées par la personne. L'autre chose, c'est que quand tu rachètes une boîte, tu as accès, tu rachètes aussi sur la base des bilans comptables et du grand livre. Donc, en fait, tu as une vision d'ensemble de la santé de ce que tu rachètes, tandis qu'avec l'actif, c'est plus rapide, c'est plus efficace, tout est plus simple avec le rachat d'actifs, mais tu as moins de garanties, parce que c'est un actif décorrélé de la société qui était avec, quoi. Ok, ouais. Et après, c'est rare d'avoir une société qui a plusieurs sites, quoi. Généralement, le vendeur en e-commerce, il a son e-commerce, il vend sa tôle avec l'e-commerce et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, il Sur fait la de la fi- cession partielle de fonds de commerce. Et donc, c'est pareil. Ça, je connais un petit peu moins parce qu'on est moins amené à le faire. Mais c'est pareil, tu as des niveaux de garantie qui sont un petit peu plus élevés. Mais tout est plus long, par contre. ouais. Sur de la cession de fonds de commerce, tu peux avoir des séquestres assez longs pour donner le temps à l'acheteur de laisser le temps, en fait, aux créanciers potentiels de se manifester. Tu as des frais d'enregistrement. Tu as des étapes d'enregistrement qui sont assez fastidieuses. Tu dois passer obligatoirement par des avocats, ou experts comptables, ou les deux, pour faire en sorte que tout soit fait. Donc là, sur la vente de société, par exemple, on a dû s'accompagner d'un cabinet d'avocats qui intervient sur le closing, la signature, etc. Parce que ça, on ne peut pas le faire. On n'est pas avocat, on n'est pas expert comptable. Donc, c'était un pan de l'activité qu'on ne pouvait pas couvrir. Voilà. Mm. Et vu Ouais, que notre c'est plus promesse, carré, c'est de quoi. dire tout de A à Z, on ne pouvait pas faire tout de A à Z sur des business sur lesquels on n'était pas autorisé à le faire. Donc Mm. aujourd'hui, en étant encadré, associé, entre guillemets, à ce cabinet d'avocats, ça nous permet, tu vois, de les intégrer dans le process et de leur sous-traiter toute la partie légale contractuelle avec le séquestre CARPA, s'il faut faire un séquestre CARPA, la signature des titres de manière officielle, les déclarations au journal officiel si tu dois les faire, et ainsi de suite. Ok, ouais, c'est peut-être plus fastidieux, mais peut-être plus carré, parce que tu reprends aussi l'ancienneté de la boîte, donc tu vas à la banque, c'est peut-être un peu moins, c'est plus Ouais. simple, je pense, comme on le disait, d'expliquer le rachat d'une société qui est plus courant que de leur parler d'un nom de domaine, d'un site. Alors, Même nous, l'expert comptable, on paye des expirés 2 000 à 3 000 balles, des fois, là, voilà, c'est quoi que tu as racheté? Ben, un nom de domaine, non, c'est 5 balles un nom de domaine. Donc voilà, mais c'est les métiers qui évolue. Écoute, on a pas mal poncé le sujet, je pense. J'avais une autre question, mais tu n'es pas obligé de répondre, mais c'était juste comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des litiges ou des vendeurs un peu foireux qui ont justement enlevé leur backlink ou qui avaient mis une vraie douille qui était indétectable avant ou un acheteur qui a fait n'importe quoi et qui est venu se plaindre, tu vois, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça à éviter ou... ouais, on l'a déjà eu, bien sûr, hein. Sur une cinquantaine de transactions, tu ne passes pas à travers toutes les mailles du filet, hein, malheureusement. On a déjà eu le cas de la refonte qui tourne mal. Ouais, Acheteur qui décide de faire une refonte quasiment immédiate et puis ça pète le site. ça t'y est Là, pour rien, toi. non, on n'y est pour rien, mais bon, c'est des choses. En fait, moi, je considère que tout ce qui se passe après, qu'on y soit pour quelque chose ou pas, c'est des choses qu'on doit apprendre et mettre en avant pour enrichir notre process. Donc, tu vois, la personne qui a fait une refonte et qui a pété le site, c'est peut-être pas de notre faute, mais peut-être qu'on aurait pu être plus poussif sur la notion de risque de refonte.
Ah, peut-être. Là, Ouais, ouais, ok, je comprends. voilà. Donc, tout ce qui se passe après, en fait, nous, on le réutilise dans le process pour dire, OK, bon, bah, pas de bol, mais tu sais quoi, la prochaine fois, si on a un site qui est sur le même type de CMS, même type de problématique, on va mettre une slide en rouge dans le dossier en disant attention, merdez pas la refonte, quoi, tu vois. Ok, c'est bien. Euh, on a eu, au tout début, on a eu un rachat qui a mal tourné d'une acheteuse qui avait jamais eu un site entre les mains et qui s'est planté, un site Amazon. Euh, Ouais, là, difficile, tu vois, entre les updates product review Amazon, l'incompréhension de comment fonctionnait WordPress, les blocages de compte Amazon parce que son API n'arrivait pas à se mettre en place, etc. Ça, ouais, et tu vois, du jour au lendemain, elle a arrêté de nous donner des nouvelles. Et je pense que ça a été un fail total et qui nous a beaucoup appris aussi. On s'est dit, OK, on ne vendra plus de sites à ce prix-là à des gens débutants par exemple. Tu vois. C'était quand même un investissement à 50 000 balles. Et on s'est dit, OK, ça, tu vois, on ne peut plus faire. Euh, Si tu mets 50 000 balles sur la table, il faut que tu aies un minimum d'expérience dans le. Ouais, non, ton compte Amazon, il tourne déjà, tu as tout au vert, l'API, elle est en place, ils t'ont ouvert le truc. Ouais, T'es pas en mode, je suis en train d'ouvrir mon compte non, ça, on partenaire fait. Amazon. Ouais, ouais, ça, c'est un des fails qui m'a le plus déplu parce que j'ai vraiment eu la sensation que on l'avait entre guillemets entubé, alors que en fait non, tu vois, j'ai passé des heures au téléphone à lui dire mais attention, t'as jamais fait un site 1. Et quand même, ça s'est fait. Et j'étais là, putain, tu vois, j'aurais dû lui dire non. Parce qu'on l'aurait vendu à quelqu'un d'autre, un site Oui, oui, c'est Amazon, ça serait parti. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment un gros fail. Euh, on a eu, je te parlais tout à l'heure, un e-commerçant où un des fournisseurs a rompu son contrat après. C'était plus ou moins convenu, mais quand même, c'était une mauvaise surprise que ce soit aussi rapidement. Et heureusement, il a rebondi parce qu'il avait déjà bien anticipé et c'était quelqu'un qui était capable, tu vois, de rebondir. Mais ouais, tu vois, il y a des fails de temps en temps. On a eu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a racheté un business de box et alors ça, difficile d'anticiper, mais la solution technique utilisée a fait une mise à jour quelques semaines après et ça les a forcés à repenser l'intégralité du site, tu vois. Bon. Mais pareil, tu vois, c'est des trucs où on se dit, bon, d'accord, peut-être qu'on ne pouvait pas le voir, mais on aurait pu anticiper que vu que c'était un CMS pas très connu, qu'il fallait mettre des points de warning, tu vois, ouais, des ouais. choses comme ça. Ça te permet au moins de poser les questions en amont de choses qui sont implicites ou pas dites directement, C'est de dire est-ce que tous les fournisseurs vont garder et le mec il signe OK, j'ai aucun truc. Et s'il a il signe et qu'il le savait, c'est que là il a menti, il y a ça, un c'est truc. ça. Ok. Donc, c'est plus ce genre de fail qu'on a eu, tu vois. On a eu une fois aussi un petit souci de non-concurrence. Quelqu'un qui a relancé un site dans la thématique, bon, ça s'est réglé à ma connaissance à l'amiable. Ils ont discuté, mais bon, ça, c'était pas ouf, tu vois. Ouais. Euh, Difficilement contrôlable par nous, parce que c'est dans le contrat en plus, mais bon, c'est une sorte d'incompréhension entre les deux sur exactement quoi faire. Bon, bref. Euh, ouais, voilà un peu pour les fails. Il y en aura probablement d'autres dans le futur, mais C'est le but, certain, c'est ouais. d'éviter d'avoir des fails qui mettent vraiment en péril le business. Voilà. Ouais, Si puis ça après, vient avec ton. impacter un petit peu, ça fait partie de la vie du business. On a tous eu des sites qui un jour se sont pris une douille plus ou moins sévère et puis tu rebosses dessus et puis tant pis, tu vois, au lieu d'être rentable en 1 an, tu le seras en 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas Oui. que le business soit mis en péril, qu'il tombe à zéro, quoi. Ça, c'est Ouais, le truc sur lequel il faut être strict, évidemment. ok, bah ça permet déjà de bien se protéger avec tes conseils. Au moins, ça donne des petites idées de quoi faire attention. Et puis après, alors, il y a plein de sites où tu peux, t'es mis en relation gratos, comme tu disais tout à l'heure, avec Le Bon Coin, mais effectivement, tu n'as pas toute cette audit, tout cet accompagnement. Et si tu n'es pas vraiment, vraiment sûr de toi, tu as à boire et à manger. Sur ces sites-là, je les check tous les 2, 3 jours. Il y a C'est vraiment tout, ça. quoi. Et après, c'est pas grave parce que du coup, tu as accès à des business souvent hors market. Du coup, tu as des perles dessus, mais tu as beaucoup de déchets. Les gens un peu plus malhonnêtes en profitent aussi de ces plateformes pour lister des trucs vraiment pourris. Et à l'inverse, des gens qui y connaissent rien, qui ont des perles entre les mains, en profitent aussi pour lister parce que c'est gratuit, c'est rapide, etc. Si Ouais. tu as une grosse expérience en audit, c'est génial.
Si tu n'y connais rien, bah, c'est risqué parce que évidemment, c'est à toi de faire tout ce travail d'audit. Et si tu ne le fais pas, bah, tu prends un pari et puis c'est un pari risqué, quoi. Alors après, sur des petites sommes, c'est pas très grave, mais si tu te dis, je vais racheter mon premier business à 20, 30, 40, 50 k et je ne sais pas l'auditer, C'est plus chaud, ouais. ouais, Effectivement. exactement. Ok, bah écoute, on a bien poncé le sujet, encore une fois. Tu as, d'autres éléments que tu voulais amener ou des infos à filer sur lesquels j'ai pas rebondi ou sur lesquels on n'a pas été? Non, mais je te disais que tôt ou tard, on reviendrait quand même dans l'univers très SEO. Donc je te l'ai un peu teasé aussi des explications, mais on va essayer de le lancer pour l'event de Julien qu'on sponsorisera. En plus, on est super content de sponsoriser un event SEO. Tu vois, c'est comme quoi on revient vraiment Aux sources. dans le domaine, mais on lance une plateforme qui s'appellera Below20, BELOW, le chiffre 20.eu. Alors, j'ai déjà eu des questions pourquoi Below 20. Bah, on pense toujours international. Du coup, Below 20, ça veut dire en dessous de 20 en anglais. Une petite expression idiomatique qui listera que des business à moins de 20 000 euros, mais qui quand même auront été préfiltrés et avec toutes les règles de sécurisation qui seront mises à disposition, formation, séquestre, contrat, etc. Et ça, j'ai hâte de le voir sortir parce que mine de rien, bah, c'est un peu un retour aux sources, tu vois, de dire tu as été éditeur de site, tu n'as pas commencé avec des sites à 500 000 balles, tu commences avec des petits sites et c'est un bon endroit pour trouver des perles. En tout cas, c'est comme ça qu'on le veut, tu vois, on veut vraiment que ça soit un endroit où tu puisses trouver des petites perles. Et, euh, et donc ça sortira en mai, normalement, si tout va bien. Euh, et qu'est-ce que je vais te dire là-dessus? Non, bah c'est ouais, c'est à peu près tout, quoi. Ça sera le gros projet pour 2020. On a des centaines de sites en attente, on a des milliers d'acheteurs en attente de ce type de business. Donc, on espère que ça sera aussi un moyen, tu vois, de remettre les pieds dans la communauté SEO et de venir proposer à une plus grosse audience des petits actifs digitaux de qualité. Voilà. Ok, ouais, ça permet en dessous de 20 000, tout le monde peut pas se les payer, mais je veux dire, c'est accessible pour à peu près Ouais. la majorité des business un peu sérieux, on va dire, et hors du petit site web ou du petit NDD qui n'est pas monétisé. Là, on parle de sites qui ramènent du profit, quoi. Exactement. Kevin, bah écoute, merci encore pour l'invite et d'avoir pris le temps. Pour les auditeurs, bah, vous connaissez la manip, hein, vous mettez un petit pouce et puis vous pouvez activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je ne sais pas si les gens iront jusqu'au bout pour écouter ce que je raconte, mais mettez un commentaire, ça nous motivera, genre ça me motivera à en faire d'autres et à inviter d'autres personnes. Si vous avez des idées de gens à inviter, bah, vous les mettez aussi en commentaire. Kevin, on essaiera de passer dans les commentaires d'ici quelques semaines après la vidéo pour voir s'il y a des demandes, des trucs précis. Il y aura tous les liens pour joindre Kevin et pour aller sur Dot Market et Below 20 par la suite. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On peut Nickel. clôturer. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, à la Merci. prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.